Jean-Pierre Chommeton, bonjour, natif des peuples des Racines. Une émission de Native, premier média dédié aux peuples racines et aux racines des peuples. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je remercie Cédric Capella et Marc Giraud pour le générique. Et je passe la parole à Jacques. Merci Jean-Pierre Chommeton. Alors, première émission du média Native. C'est un média qui est trimestriel, Jean-Pierre ? Trimestriel, Native. Alors, c'est une émission qui est née d'une rencontre improbable et fortuite, puisqu'un jour, dans ce studio, j'ai trouvé 2 numéros de Native et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, je les ai lus avec beaucoup d'attention et là, j'étais très vexé de les découvrir et de ne pas les avoir connus avant parce que c'est une fabuleuse revue. On s'est vu, on a parlé, on a travaillé et l'idée est venue de créer une émission, l'émission Native, entièrement dédiée au peuple premier, animée par toute l'équipe de Native. Alors, autour de la table, Jean-Pierre Chommeton, que vous avez déjà entendu, puisque nous avons réalisé une émission ensemble. Le rédacteur en chef, Jocelyn Morisson. Jocelyn, qui est également venu pour une émission que nous avons réalisée tous les deux et qui ne nécessitera d'ailleurs que l'on y revienne, je pense, parce qu'on a... Bonjour à tous. Il a ouvert des pistes qui nécessiteraient que l'on les retravaille un peu. Et puis également Didier Hillard, qui est le directeur artistique, je crois. Vous me dites si je dis... C'est exactement ça. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Bonjour à toutes et tous. Le dernier, le 4e, Alem Akié, qui lui s'occupe, Alem, de secrétariat de rédaction et maquette aussi. Voilà, donc on a le noyau dur de l'équipe, il n'y a pas que... Il manque quand même la femme de l'équipe, Sabah Rahmani. Voilà, parce qu'il y a aussi des femmes dans l'équipe. Rédactrice en chef voilà, adjoint, mais on n'est pas aujourd'hui, que des hommes. Voilà, nous avons les hommes aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est à vous pour nous faire découvrir Native, pour nous faire découvrir ces peuples premiers. Puis tout à l'heure, je sais que nous avons des invités qui vont nous rejoindre par la magie des ondes et du duplex. À vous, Jean-Pierre Chommeton. Peut-être commencer par vous présenter Native, vous présenter la Genève de Native. Native, c'est l'équipe qui est là, plus Sabah, plus une ou deux autres personnes. On commence à en discuter en 2018, si ma mémoire est bonne. On valide le schéma de Native. En 2019, on écrit la scénographie du magazine, etc. On fait un numéro 0. Et on sort le premier magazine en juin 2020 avec un lancement qui devait avoir lieu. Je rigole toujours quand je dis ça, mais je ne peux pas ne pas rigoler. Qui devait avoir lieu le 17 mars 2020. Il est arrivé un petit truc le 16 mars, la veille. Une petite chose. Voilà, toute petite. Je vais peut-être laisser la parole à mes amis quand même qui parlent aussi de la jeunesse de tout ça. Il faut peut-être dire de quoi tu parles à propos de ce qui est arrivé parce que le Covid est le tout le monde premier. s'en souvient peut-être. J'espère quand même. Le 16 mars 2020, c'est des dates qu'on essaye d'oublier. On s'est retrouvés à la maison tous. Alors, vous êtes retrouvés à la maison, ça ne vous a pas empêché de continuer à travailler ? Ah non. On devait partir dans un tour de conférence et on a pris le téléphone et les réseaux sociaux et on a cherché nos premiers abonnés comme ça. On a fait un crowdfunding. Si ma mémoire est bonne, on a démarré avec 850 abonnés. Abonnés, oui. Et voilà. Et puis on a Et ça a grossi puisque aujourd'hui on en est à quel numéro ? 18. Numéro 18. Voilà, on a fait le 18. On a fait juste avant un double. On en parlera tout à l'heure autour de l'émission Hommage. Étant précisé que si vous êtes intéressé, vous pouvez l'avoir soit par abonnement, soit en librairie, parce que c'est un magazine un peu épais, et vous ne le trouverez pas dans les quelques, malheureusement, kiosques qui restent à Toulouse. Il n'y en a plus beaucoup. En librairie, on le trouve par contre. Et on peut le commander en librairie. Donc, oui, nous sommes...
Nous avons monté cette revue parce que Didier Hillard. Chacun de nous travaillait avec les peuples. Là, j'ai travaillé avec Jean-Pierre avec l'association de Chendukwa qui travaillait pour les Indiens Kogi de Colombie. Et en fait, à l'issue de ces rencontres, plus la rencontre avec Saba, qui elle est anthropologue et journaliste, plus la rencontre avec Jocelyn qu'on a croisé à d'autres conférences, on a monté cette équipe pour effectivement ouvrir une vitrine et donner la parole au peuple. C'est-à-dire que Native, ça n'est pas une revue exotique, c'est une revue qui parle de nos racines. Et quand je dis nos racines, il y a autant des Occitans, des Celtes que des Amazoniens ou des peuples d'autres contrées. Donc c'était l'application à ouvrir une vitrine et à leur donner la parole avec une exigence iconographique. C'est pour ça que la revue aussi a du succès. Donc on a commencé humblement et on continue depuis 18 numéros à produire cette qualité. Étant donné que ceux qui travaillent, ceux qui écrivent aussi, il n'y a pas que vous, hein, il y a beaucoup d'ethnologues, d'anthropologues qui écrivent, il y a également beaucoup d'illustrations photos. Exactement, voilà. Alain, un mot ? Oui, enfin, voilà, moi j'y suis venu par l'intermédiaire de Didier Hillard, directeur artistique. On a fait nos études d'architecture ensemble. Et ce qui fait qu'on a pas mal bossé dans le graphisme et tout ça. Oui, il y a un moment que vous les avez faites, apparemment, enfin, si mes yeux ne me trompent pas. Il y a une donc, dizaine effectivement, vous avez eu le temps de travailler ensemble, de construire et de réfléchir. Disons qu'il y a eu une vie professionnelle entre tout ça, et ça continue. Sachant qu'aussi, il y a des écrivains parmi vous. Jocelyn Morisson, que j'ai reçu, lui, qui en est à combien ? 12, 13, 14, 15 livres, je ne sais plus. 15. 15, oui, voilà, il est assez... Sans compter les traductions. Il est assez abondant, oui, il y a les traductions aussi. Et puis Jean-Pierre Chaumeton, qui vient de nous donner un dernier roman, c'est pas un roman d'ailleurs. Un dernier livre. J'ai écrit un troisième qui sera un roman, mais pour l'instant, on n'en parle pas, puisque... Il n'est pas encore fait. Non. Alors on va quand même donner le titre, puisque je l'ai là, c'est aux éditions Luna, c'est ça. Jean-Pierre Chaumeton, itinéraire d'un amoureux de la vie. Donc si vous voulez tout savoir, ce que vous n'osiez pas demander, mais que vous mourriez d'envie de savoir sur Jean-Pierre Chaumeton, c'est le moment. Vous retrouverez tout ça dans l'itinéraire d'un amoureux de la vie. Alors peut-être un mot sur le dernier opus, voilà. Jean-Pierre Josselin. Je voudrais bien, si vous permettez, dire quelques mots de la genèse aussi, parce que j'ai rejoint cette aventure en fait à l'initiative de Jean-Pierre, avec qui on s'était croisé effectivement dans quelques conférences, avec Didier également. Moi là-bas, je suis pas ethno, j'ai pas de formation en sciences humaines, j'ai une formation en sciences de la vie, donc j'ai pas d'expertise sur les peuples racines. En revanche, je m'intéressais à ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, les états de transe, donc. Et par ce biais-là, je me suis beaucoup intéressé au chamanisme. Je veux dire que la revue Native, c'est pas une revue savante, c'est une revue qui s'adresse au grand public. Donc on a ponctuellement, effectivement, des articles d'anthropologues, d'ethnologues, mais plus globalement, on a des articles soit de journalistes, soit de personnes tout venantes, en fait, qui peuvent être aussi bien des voyageurs ou des gens qui sont des photographes, qui sont intéressés par la rencontre avec ces peuples-là et qui n'ont pas forcément un regard expert, universitaire, académique. Au contraire, on essaye de mélanger justement ces différentes approches, ces différents regards, et moi je pense que c'est ce qui donne la richesse à la revue. Alors bien sûr, d'un point de vue iconographique, il y a une exigence importante parce que ce sont des peuples chez qui l'image joue un rôle important, soit par leur costume, par leur apparence, soit par leur art, leur rapport à l'esthétique d'ailleurs, qui n'est même pas une notion présente chez eux. C'est quelque chose de très occidental de parler d'esthétique, mais bon, pour nous, c'est beau. Voilà. En tout cas, pour eux, le beau, le vrai, tout ça, c'est des concepts qui se mélangent. Donc bien sûr, on va pas faire des articles avec quelqu'un qui rentre de vacances et qui nous dit voici mes photos de vacances et je vous raconte mon voyage. Mais on a des choses qui peuvent être de ce registre-là, simplement dans le sens où c'est pas non plus quelque chose de très intellectuel. C'est ça que je veux souligner, c'est que ça s'adresse à toutes sortes de publics, tout lecteur et lectrice intéressés par ces questions-là, parce que ces peuples-là nous parlent bien sûr de leur relation au vivant, à l'environnement. Ce sont des problématiques très actuelles en termes de ce qu'on appelle nous écologie, et que eux appellent simplement vivre. Et puis bien sûr, ils ont leur lien
à l'invisible, ce qui pour nous est complètement exotique pour le coup, pour la majorité en tout cas d'entre nous en Occident. Ils ont cette relation aux esprits des ancêtres, aux esprits des lieux, aux esprits des plantes, aux esprits des animaux. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait qu'un aussi avec leur vision justement écologique du monde. Et voilà, et là, pour le coup, c'est une vraie ouverture sur quelque chose de différent de notre vision du monde. Et c'est ça qu'on essaie de faire partager sans non plus tomber dans une forme d'idéalisation de ces peuples en disant ils sont merveilleux, ils ont tout compris et il faut absolument que nous redevenions chasseurs-cueilleurs ou bien pasteurs-éleveurs, parce que c'est eux qui ont tout compris. Non, on essaye d'avoir ce dialogue, on essaye d'instaurer ce dialogue entre tradition et modernité, en sachant aussi qu'il y a une immense diversité de peuples, de modes de vie. Il y a des gens qui sont carrément non contactés et qui vivent comme au paléolithique peut-être, ou au néolithique, et d'autres qui sont dans une modernité exactement comparable à la nôtre. Et ça, et il y a tout, et entre ces deux extrêmes, il y a tous les cas de figure. Donc ça, c'est important aussi de souligner que environ donc 500 millions de personnes vivent dans des situations très différentes. Voilà ce que je voulais dire en préambule sur cette revue et sur la façon dont elle est née. C'était ça l'idée, c'était de faire partager ces richesses-là et d'avoir ce dialogue entre cette modernité qu'on est censé nous incarner et leur point de vue à eux, qui sont aussi modernes d'un certain point de vue, parce qu'ils sont des peuples d'aujourd'hui, ils ne sont pas des peuples du passé. Une richesse qui est bien traduite dans les exemplaires du magazine. Alors, le dernier, puisque je souhaitais que vous nous parliez du dernier Native, qui est entièrement consacré à la médecine. Parce que votre ligne éditoriale fait que chaque numéro, il y a une thématique. Jean-Pierre Chomto. Oui, il y a une thématique qui fait à peu près, si je regarde à peu près la moitié du magazine, et autour de cette thématique, il y a des interviews avec nos invités, etc., etc. Et donc la thématique qu'on avait choisie là, c'était médecine, vision et pratique autochtone. Et effectivement, on a, alors moins celui-ci, mais on a 16 thématiques déjà traitées, quoi. En fait, on a un dossier, tout simplement, oui, dans chaque numéro, on a un dossier qui est consacré à un thème en particulier, et on peut voir des articles autour du dossier qui touchent aussi de près ou de loin à la thématique. Mais globalement, ensuite, on peut avoir des articles qui n'ont rien à voir avec le thème. On essaye d'avoir une diversité de sujets traités. Mais effectivement, au sein du dossier, voilà, on tourne autour d'une même thématique. Et on va en parler juste après, puisqu'on a nos invités pour parler de médecine, avec cette confrontation des regards justement occidentaux et traditionnels qui est particulièrement intéressante. Et c'est le grand entretien qui ouvre ce numéro-là. Alors peut-être avant que nos invités interviennent, juste dire un mot sur ce dernier numéro, et puis nous allons écouter Stéphane et Arthur Laurent. Ouais. Mais un mot sur ce dernier numéro, comment vous l'avez bâti, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on a d'abord, comme d'habitude, quelques pages d'actualité, puisqu'on essaye de se tenir au fait un peu de ce qui se dit. On a ensuite la rencontre donc, avec Arthur et Stéphane Laurent, à qui on va donner la parole juste après. On a une rubrique dont Alem va nous parler, qui est une rubrique qui s'appelle Idiome. Et ensuite, on rentre dans le dossier. Et là, dans le dossier, on fait le tour de traditions, comme par exemple le culte du Bwiti, la tradition du Bwiti au Gabon. On parle des chamans d'Hawaï, on parle de la médecine chinoise et de la médecine indienne ayurvédique. On parle de la médecine tibétaine. On parle aussi d'un personnage qui est un druide de chez nous. Donc c'est là où, comme le disait Didier, on parle aussi de nos racines. On a une interview de Pascal Lamour, dont on va entendre aussi tout à l'heure un morceau. Donc voilà, quelqu'un qui est à la fois druide et docteur en pharmacie. Nous, ça nous intéresse d'avoir encore une fois ce double regard. Et puis, bien sûr, au cœur de chaque numéro, on a aussi ce qu'on appelle un portfolio. Donc c'est un cahier image, où là, cette fois-ci, c'est Laurent Hugli, qui est un auteur assez connu dans ce monde-là, qui nous a fait l'honneur de nous partager des photos qu'il a prises dans la forêt amazonienne, sur cette thématique aussi des plantes de médecine, des plantes guérisseuses. Et ensuite, on a une série d'entretiens avec différentes personnalités qui sont auteurs, qui sont intervenants à différents titres. Et on a une rubrique récurrente qui s'appelle Nos Racines, dans laquelle on parle cette fois-ci de la naturopathie avec Hildegard de Bingen. Donc un exemple, là aussi, où on n'est pas sur la thématique peuple autochtone, stricto sensu, mais où on parle de nos racines à nous, peuple d'Europe. Rappelez-nous qui est Hildegard de Bingen, peut-être. Hildegard de Bingen, en deux mots, oui, c'était une mystique, une sainte mystique du, je sais plus combien, du 11e siècle. Oui, voilà. Donc, nous ne pourrons jamais l'avoir rendu duplex. Qui était une naturopathe, qui était une femme extraordinaire, qui a écrit des traités de médecine, etc. Musique. Donc voilà, c'est quelqu'un
qui était une figure extrêmement importante à la fois de la mystique et de la médecine, en fait. Première coupure musicale, on va là-dessus maintenant, avant de recueillir nos amis. Je pense que nos invités nous attendent, je les vois là, qui sont impatients. Je crois que vous pouvez peut-être les accueillir, les recevoir et les interroger, échanger avec eux. Merci, bonjour Stéphane, bonjour Arthur. Donc merci à vous d'être là, merci à vous d'avoir accepté l'interview pour la revue que nous avons fait maintenant il y a quelques temps. Peut-être 2 mots de présentation de chacun d'entre vous. Moi, je suis un médecin retraité, je suis professeur émérite à l'université de Paris-Cité. J'étais enseignant de pharmacologie en faculté de médecine et j'exerçais comme cardiologue et comme chef de service de pharmacologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et je dirigeais une unité de recherche INSERM sur l'artère qui m'a bien occupé toute ma vie. Et toi? Et donc moi je m'appelle Arthur, le fils. J'habite au Pérou depuis maintenant quelques années et j'ai eu la chance d'être au contact de médecine autochtone qu'on va discuter un peu plus avant. Et du coup j'ai discuté avec mon père de ces 2 approches de la médecine dans un livre qu'on va évoquer, j'imagine aussi. Oui, le livre en question, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. C'est Le chaman et le médecin qui est paru en 2023 et qui vous a permis de vous faire connaître et de nous rencontrer. Donc peut-être la jeunesse du bouquin, comment c'est venu entre vous en fait Alors, ça s'est passé de manière assez progressive, c'est-à-dire que de mon côté, la prise de conscience qu'il fallait vraiment que je discute avec mon fils qui s'intéresse aux pratiques chamaniques de soins depuis près de 20 ans, un garçon qui en a 40 et qui a donc passé la moitié de sa vie à s'intéresser à ce sujet crucial et passionnant, et d'autant plus intéressant que nous appartenons à une longue lignée médicale. Nous sommes la 10e et la 11e génération de Laurent qui sont médecins depuis Henri IV. Et aboutir à 2 façons très différentes de voir la manière de soigner et de guérir pose question. Alors nous avons entamé des discussions il y a 3-4 ans, 5 ans je dirais même, un peu à la demande d'Arthur, où j'ai compris que c'était intéressant d'échanger nos points de vue. Et moi, j'ai l'habitude d'écrire pour argumenter, être un peu plus robuste ou exigeant dans ma manière d'argumenter. Arthur s'est prêté au jeu. On a eu beaucoup de discussions comme ça. Et un jour, on s'est dit que finalement, tout ce qu'on avait écrit, ce serait bien de le transformer en livre. On a été inspiré par le livre de Mathieu Ricard et Jean-François Revel, Le Père et le Fils, le philosophe et le moine, et leur livre, Le moine et le philosophe. Et on s'est dit que ce type de dialogue bienveillant, un peu parfois de confrontation d'idées, pourrait convenir à notre livre. Et c'est là que on a déroulé un certain nombre de points majeurs de réflexion et qu'on a développé dans ce livre. Merci. Du coup, c'est vrai que d'un point de vue plus personnel, moi, c'est une exploration qui m'a vraiment passionné depuis, comme on évoquait, une 20aine d'années, et que j'avais pas du tout partagé avec ma famille. Il y avait comme une sorte de façon de protéger un peu mon jardin secret. Et jusqu'au moment où c'est devenu trop prenant, je disparaissais trop longtemps dans les montagnes ou les forêts, et il a fallu que j'ai senti le besoin d'expliquer, de discuter, et déjà de partager tous les bénéfices que cette médecine m'avait apporté personnellement, et ensuite de la même façon que moi, à l'intérieur de moi-même, faire le pont entre mes origines et cette nouvelle façon de voir le monde à laquelle je suis confronté au quotidien en habitant au Pérou, en travaillant avec ces métiers.
Stéphane pardon, Arthur, merci beaucoup d'être là avec nous. Je voulais vous poser 2-3 questions parce que je trouve que c'est ce qui ressort de l'entretien qui est assez fascinant parce qu'il y a cette confrontation entre vos deux regards. Stéphane, vous êtes cardiologue et pharmacologue, hein, et puis Arthur, lui, est formé aux sciences humaines, donc c'est ce que vous avez dit, mais je voudrais savoir si vous seriez ouvert à tout ça, Stéphane, si vous n'aviez pas eu justement cet échange avec votre fils, si vous auriez eu cette ouverture à un moment donné qui serait venue ou non. C'est une question excellente et majeure, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour ? Et la question, c'est... oui, nous sommes, nous les médecins, en particulier les médecins hospitalo-universitaires, tellement formatés par notre manière de voir les choses, notre enseignement, notre manière d'exercer la médecine, tellement sous pression. Moi, j'estime que j'ai vécu toute ma vie à un quart d'heure près, qu'on a peu le temps de l'ouverture. Alors, quand même, avec mes enfants et Arthur en particulier, on s'est mis à voyager, la famille a voyagé dans différents pays, on s'est ouvert à d'autres cultures et je pense que le germe a mûri dans le cerveau d'Arthur qui, lui, a parcouru le monde ensuite, mais il faut quand même qu'il y ait un élément déclenchant et il n'y aurait pas eu le parcours d'Arthur pendant toutes ces années, je ne crois pas que j'aurais pris le problème à bras-le-corps pour essayer de le comprendre. Ensuite, je pense qu'il y a comme je dis souvent, Arthur s'était éloigné géographiquement parce qu'il avait traversé l'Atlantique, il était au Pérou, et il s'était éloigné intellectuellement, puisque moi, la pratique de soins, c'est de la médecine conventionnelle occidentale, et sa pratique de soins était plutôt chamanique. Et là, on s'est dit qu'il fallait, au-delà de nos personnes, il fallait montrer que ces deux médecines étaient complémentaires, et on a travaillé sur le sujet. Alors justement, est-ce qu'elles sont vraiment complémentaires ? Est-ce qu'elles sont vraiment conciliables ? Parce qu'on a une médecine quand même, la médecine chamanique, là, et je me tourne vers Arthur, qui nous parle quand même de l'intervention d'esprits, notamment l'esprit des plantes, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que le paradigme occidental peut finir par absorber d'une manière ou d'une autre ? À quel prix ? Je vais commencer par évoquer le village de Nueva Betania, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années, où il y a un poste de santé, où il y a des contributions de la médecine avec une approche conventionnelle qui sont respectées par les Shipibo-Konibo en l'occurrence, eux-mêmes. Il y a une vraie collaboration, il y a les membres du poste de santé qui viennent parfois prendre conseil auprès du chaman du village, et le chaman du village lui-même qui appelle parfois les membres du poste de santé pour le faire se soigner. Ça a été le cas pendant le Covid d'ailleurs. Il y a une vraie collaboration jusqu'au moment où les gens du poste de santé ont tout simplement fui la communauté. Et là, c'est clairement la médecine chamanique qui a pris le relais, avec certaines plantes qui ont été beaucoup utilisées pendant toute la période Covid, d'ailleurs dans le Pérou entier, et qui venaient de l'appui au niveau des plantes. Ça a été un moment, je pense, majeur dans l'histoire un peu de la médecine au Pérou, quoi. C'est-à-dire que face à une problématique inconnue, les solutions, elles sont bienvenues. Certaines solutions sont bienvenues des populations autochtones. Ça, c'est des contextes un peu extrêmes, disons. Au quotidien, d'un point de vue Shipibo-Konibo, il y a quand même la compréhension, en tout cas moi ce que j'ai observé, ce qu'ils ont pu partager avec moi, il y a la compréhension du fait que certaines maladies, notamment des fractures, des problèmes un peu dans un contexte d'urgence, vont être immédiatement pris en charge par la médecine conventionnelle. D'autres problématiques plus complexes, et effectivement vous évoquiez la question de l'esprit des plantes. Quand on a fait une bourde spirituelle à la pêche, à la chasse, ou auprès de différentes personnes dans le cadre de la vie communautaire, on ne va pas avoir une réponse du côté de la médecine conventionnelle, et là on va faire appel à l'Onaya, en l'occurrence. Le chaman. Oui. Le chaman dans le cadre de la communauté Shipibo-Konibo. Oui, c'est fascinant. Donc on a vraiment on a une médecine de première intention, c'est ça, hein, Stéphane ?
Oui, c'est ça, parce que la question est majeure. Est-ce qu'elles sont vraiment complémentaires? Et moi, j'aurais envie de dire peut-être, mais pas pour tout. C'est-à-dire que vu du côté conventionnel, médecine conventionnelle, quand on parle de cancer du sein ou d'infarctus du myocarde, on évoque quand même plus les grands progrès de la médecine conventionnelle que de la médecine chamanique. En revanche, il existe des domaines où la médecine conventionnelle est à la peine. Et vraiment, c'est plutôt le domaine de la santé mentale et de la neurophysiologie. C'est-à-dire que avec Arthur, on a identifié 3 grands domaines qui sont les dépressions sévères résistantes au traitement, les syndromes de stress post-traumatique, les douleurs chroniques, les addictions. Et dans ces domaines-là, si vous regardez les résultats thérapeutiques, vous voyez que ça n'a pas beaucoup progressé depuis des dizaines d'années et qu'on fait de plus en plus appel aux médecines complémentaires. Or, ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que d'un côté, la médecine traditionnelle a inspiré la médecine occidentale pour lui suggérer des domaines où elle pourrait être d'un apport. Et on reparlera probablement des substances psychédéliques, mais en produits pharmacologiques, les substances psychédéliques comme l'ayahuasca, comme le LSD, comme le MDMA, comme la psilocybine par exemple, sont de plus en plus testées dans des essais thérapeutiques. Et de l'autre côté, l'autre direction, c'est que la médecine conventionnelle, elle utilise ces gold standards méthodologiques pour prouver l'efficacité de ces plantes, de ces produits, de ces suggestions thérapeutiques. Et ça, je trouve que cet aller-retour est extrêmement intéressant. Oui, mais je voudrais dire que c'est un petit peu la limite aussi, parce que l'usage traditionnel de ces plantes, il va avec un contexte ritualisé qui participe du processus de guérison. Vous le savez mieux que moi, l'un comme l'autre. Donc, comment transposer ça dans nos médecines à nous? Alors, bien sûr, dans le cadre des psychothérapies assistées par les psychédéliques, le psychothérapeute va être va tenir le rôle du chaman d'une certaine manière. Mais transposer quelque chose qui est ritualisé et qui fait appel à l'esprit de certaines plantes, on va se heurter à une limite à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui vont dire non, ça, je peux pas accepter ça. On est d'accord? Merci, c'est un gros sujet polémique qui donne des passages, disons, animés parfois dans le bouquin. Certains nous ont dit même un peu grinçants, parce que pour moi, c'est vraiment difficile d'entendre le langage de la substance, disons, le langage de la médecine par le médicament, on va dire. C'est d'un point de vue, si j'essaye d'adopter un point de vue de la médecine autochtone, c'est assez réducteur par rapport à tout ce que génère un soin tel qu'il est prodigué dans une communauté au milieu de l'Amazonie où la personne va s'interner pendant 1, 2, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, quand il y a sérieusement une volonté de se soigner. Et en fait, tout cet environnement, tout le contexte, tout le travail approfondi que réalise un Unaya, s'il est formé dans les bonnes... selon certaines lignées, ça va être différent, mais avec un engagement corps et âme pendant des années, c'est extrêmement complexe et c'est définitivement quelque chose de très différent que, tout aussi important que ce soit, dans le cadre actuel, la thérapie par les psychédéliques va proposer, alors que les personnes, comme vous disiez, jouent le rôle du chaman, mais n'ont pas nécessairement les compétences pour opérer directement avec l'esprit des plantes, en tout cas pour ce qui est de l'ayahuasca, réaliser suffisamment de diètes, faire les centaines et les centaines de jours de jeûne complet, les dizaines de diètes nécessaires pour pouvoir être en confiance avec l'esprit des plantes, diriger, dialoguer, demander, implorer à ces esprits de bien vouloir intercéder en la faveur du patient. C'est une médecine d'une infinie complexité que je trouve on peut avoir du mal à reconnaître, à comprendre,
et c'est un des objectifs du livre aussi, en tout cas moi dans ma participation, c'est aussi de mettre ça en valeur, de mettre ça au clair et de comprendre que alors qu'on essaye de faire un peu ce que moi j'appelle un rattrapage vers la compréhension de la médecine autochtone, alors qu'on essaye de se rapprocher un peu de cette compréhension-là, en fait il faut être très prudent à ne pas être réducteur dans les mécanismes de prise en charge, dans les utilisations de ce qui va être appelé dans un contexte maintenant substance et plus plante. Bien souvent, l'esprit des plantes en tant que tel est plus considéré comme intervenant dans le processus. Ça en rassure d'autres, ça en rassure certains, mais ça peut en inquiéter d'autres qui considèrent que c'est en fait eux qui sont au cœur du travail qui est réalisé. Moi, j'avais une question. Le livre est sorti maintenant il y a 2 ans. Comment votre entourage familial, professionnel a réagi? Et toi, Arthur, je ne sais pas, le livre n'est pas traduit en espagnol, mais j'imagine que tu as des gens au Pérou qui ont eu trace de ça. Comment les gens, qu'est-ce que les gens disent de tout ça, de votre dialogue et de vos conclusions? Je crois que le livre a touché dans son approche familiale. Je pense que ça parle aux gens de pouvoir se dire qu'en fait là, tu as un père et un fils qui s'assoient et qui essaient de se comprendre. Je crois qu'on n'a pas fait semblant de se confronter, d'être potentiellement un peu dans la contradiction à des moments. Et c'est vraiment ça la réalité. Je pense que c'est la réalité de débat qui habite nos sociétés aujourd'hui. Et ça les touche. On a l'impression qu'il y a des gens qui peuvent s'identifier, de certaines personnes qui se trouvent d'un côté comme de l'autre, qui n'arrivent pas forcément à discuter avec un autre membre proche de ces aspects. Donc pour ça, il y a eu un bon retour, je dirais. Pour autant, peut-être que une piste un petit peu pour la suite, qui est d'ailleurs un projet, c'est de peut-être aller un peu plus dans les détails de cette médecine intégrative, donner des exemples. Il y en a dans différents pays du monde. Et nous, on est un peu dans on a bien avancé sur le débat initial, mais comment, c'est un peu la question que vous posez qui me paraît très intéressante au début, c'est comment concrètement on va faire quoi. A plus B, protocole croisé, qui fait quoi, remboursement sécurité sociale, enfin ce genre de questions maintenant plus détaillées, plus concrètes quoi. Et là il y a des demandes un peu en ce sens-là et je trouve que c'est vraiment très stimulant. Il y a des groupes, il y a des différents lieux qui avancent dans ce sens-là et ça serait vraiment heureux de pouvoir les mettre en lumière. Et alors de mon côté, quel a été l'accueil de la communauté médicale et de mes collègues praticiens? Je dois dire qu'il a été réservé. C'est-à-dire que je pense qu'ils se sont sentis perturbés, menacés, challengés. Ils n'ont pas quitté leur position de la faculté acquise depuis des années. Curieusement, c'est plutôt parmi les pharmacologues que j'ai eu le meilleur accueil parce que scientifiquement, ils sont habitués par ouverture d'esprit, par désir de rechercher des pistes de recherche à... D'abord, l'ethnopharmacologie est une discipline qui peut permettre de trouver de nouvelles substances, mais il y a une certaine, je pense, plus de curiosité scientifique dans le milieu scientifique que de curiosité scientifique dans le milieu médical praticien. Et alors c'est amusant parce qu'on rejoint un peu le débat entre médecine conventionnelle ou médecine alternative. Et la réticence qu'ont les médecins généralistes à accepter les médecines alternatives et les médecines complémentaires en complément de leurs soins vient, je pense, de quantité de raisons, mais une de celles qui m'est apparue le plus fréquemment avancée, c'est nous avons été en faculté de médecine. En faculté de médecine, on nous a enseigné uniquement ce qui a prouvé son efficacité. Nous avons exercé, bien encadrés par des protocoles thérapeutiques,
les références médicales opposables de la Haute Autorité de Santé et la possibilité pour un malade de se retourner contre nous si nous n'utilisons pas les thérapeutiques acceptées par les consensus. Et en face de nous, nous avons des gens qui n'ont pas fait d'études médicales, qui n'ont pas 6 ans plus 4 plus 4 plus 2 plus, etc., et qui se permettent de pratiquer une des... je crois qu'il y a plusieurs centaines de médecines alternatives dans le monde. Les plus connues étant ostéopathie, homéopathie, acupuncture, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a un décalage certain. Donc voilà, je crois qu'il y a une certaine animosité. Et quand je participe à des débats sur médecine classique, médecine conventionnelle versus médecine alternative, je suis toujours obligé de rappeler que oui, la médecine conventionnelle, c'est une médecine où il y a exigence de preuves. La médecine alternative n'est pas une médecine où il y a exigence de preuves, puisqu'il suffit qu'un malade soit guéri ou très amélioré pour qu'il puisse continuer à voir ce praticien. Il n'y a pas d'exigence de guérison à tous les coups, alors que c'est le cas pour la médecine conventionnelle. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'un peu limite, parce que théoriquement, d'après la Direction générale de la santé, le ministère, la médecine, c'est dispenser des soins qui ont prouvé leur efficacité. Et là, on parle de médecine alternative ou de médecine douce, qui est un peu un oxymore, quoi, puisque dans ces pratiques actives, on n'est pas censé avoir prouvé l'efficacité. Il y a toujours une marge pour une possibilité. Donc voilà, je pense que le débat n'est pas terminé et je pense qu'on a apporté certains éclairages, on a ouvert certaines portes et que ça a intéressé les gens. Oui, merci beaucoup à tous les deux. C'est vraiment très gentil d'avoir été là pour notre première. Vous avez essuyé les plâtres avec nous de cette première émission, donc merci infiniment. On renvoie à votre livre, évidemment, Le chaman et le médecin, passionnant. Et puis, on peut déjà donc lire cet entretien que vous avez accordé à Jean-Pierre dans notre numéro de Native. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Longue vie à Native. Merci, à bientôt. Merci. Donc, je vous propose une petite pause musicale. Un chanteur druide qui est aussi dans le numéro, Pascal Lamour.
Merci Pascal Lamour. Maintenant, nous allons attaquer notre dernière rubrique, qui est la rubrique Actualité. Donc, je voulais commencer par évoquer la disparition du pape, puisque cet homme a, depuis sa nomination en 2013, été engagé de façon assez forte auprès de nos amis autochtones. Il les a reçus à de nombreuses reprises et il a écrit un encyclique qui s'appelle Laudato Si, avec, tu m'as dit, Jacques, Gaël Giraud. Avec l'économiste français Gaël Giraud, qui se trouve aussi être, je crois, il a pris les ordres et il est jésuite également. Mais c'est un économiste bien connu qui a occupé d'éminentes fonctions dans différentes structures en France, et je crois qu'il a travaillé avec d'autres, mais il a énormément conseillé le pape François sur l'écriture de cette encyclique que j'ai eu souvent l'occasion de citer dans mes émissions traitant de l'environnement, l'émission Arcania. C'est vraiment un superbe boulot, et je pense que ça a eu certainement beaucoup plus de retentissement que les discours de nos écologistes. Donc, moi, l'athée, je reconnais à ce pape de grands mérites d'humanisme et de grands mérites au niveau de l'environnement, parce que véritablement, c'est un travail qu'il faut lire, qu'il faut réfléchir, et je crois qu'il a bien fait avancer la cause de l'environnement, un peu menacée, un peu malmenée par ces temps qui courent. Relisez Laudato Si, c'est vraiment d'une lecture très, très simple, très abordable et surtout très riche. Et moi, je retiens de cet homme ses rencontres, jusqu'à avoir rencontré un de nos parrains de Native. Et celui-ci témoigne d'une rencontre dans le Vatican où il était extrêmement impressionné par la présence du pape et le dialogue qu'ils ont eu autour de culture, préservation de la culture, des territoires, des sagesses, etc. Jocelyn, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je voulais justement citer des propos. Je pense que c'est extrait de l'encyclique Laudato Si. Il a dit, donc, nous devons rompre avec le paradigme historique qui considère l'Amazonie comme une réserve inépuisable étant à disposition d'autres pays sans prendre en compte ses habitants. Et il ajoute, la terre, l'eau et la nourriture ne sont pas de simples marchandises, mais la base même de la vie, ainsi que le lien entre les peuples autochtones et la nature. Défendre ces droits n'est pas seulement une question de justice, mais aussi un moyen de garantir un avenir durable pour tous. Donc c'était un pape écologique, effectivement, et puis sensible à la cause autochtone, ce qui est complètement nouveau. En tout cas, c'était pas une prise de parole à laquelle on était habitué dans ce cadre, dans le contexte de cette institution religieuse. C'est le pape on dit que c'est le pape le plus à gauche qu'on a vu depuis longtemps. C'est quelqu'un qui n'était pas apprécié des conservateurs, effectivement, au sein de l'Église. Après, ceci dit, il faut quand même aussi, parce que nous, à Native, on n'est pas non plus, on promeut pas un discours religieux. On est agnostique, ou en tout cas, on promeut une parole laïque. On peut avoir des conceptions spirituelles chacun de notre côté, mais on promeut un discours laïque extrêmement respectueux de chaque position en regard des croyances ou des non-croyances. Mais il faut bien dire que le pape, aussi ouvert est-il été, il était quand même membre d'une institution extrêmement conservatrice en elle-même. Et c'est ça la difficulté. Et on le voit bien avec les problématiques de violence dans les pensionnats religieux, qui sont toujours d'actualité, malheureusement, ici encore aujourd'hui en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on aborde justement dans ce numéro-là, avec des cas de violence qui ont eu lieu dans des pensionnats en Guyane, donc sur le territoire français, qui sont exactement les mêmes problématiques qu'il y a eu dans les pensionnats au Canada, où il y a eu des violences considérables qui ont donné lieu à des morts même, pendant des décennies. Donc la violence au sein de ces structures-là, elle était systémique, quoi. Elle faisait partie en fait de la façon d'éduquer et d'acculturer ces populations-là. Donc ça reste quelque chose que nous on dénonce à chaque numéro, en donnant la parole à des gens qui sont héritiers de ça. Et malheureusement, on peut pas non plus absoudre l'Église de ces crimes-là. Si on inclut tout ça dans le cadre de la colonisation et de l'évangélisation, etc. Donc il y a une histoire quand même de violence
qu'on peut pas ignorer. Alors bien sûr, c'est une question d'individu en fait. Il faut saluer des comportements, des attitudes, des paroles de certains individus qui sont très bien, qui sont des enseignants, qui sont justes. Et le pape faisait partie de ces hommes de paix et de raison, très probablement. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les représentants de cette institution. Merci. Je voudrais évoquer un deuxième sujet maintenant, qui est notre actualité de Natif, qui est l'exposition photo hommage que l'on a montée avec Franck Desplanques, le rédacteur en chef de Rendez-vous en terre inconnue. Je vais passer la parole à mon ami Didier, parce qu'il y a passé quelques jours et quelques nuits. Oui, voire quelques mois. Donc, effectivement, avec Franck, nous avons travaillé à peu près 6 mois, puisque là, pour préparer d'abord le catalogue et ensuite préparer les expositions et les différentes scénographies, puisque l'exposition va être pendant 2 ans, va tourner en France et peut-être même sur les pays comme la Suisse et la Belgique. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Et en fait, là, on a essayé avec Franck, parce que sur ces reportages, là, c'est à peu près entre 10 et 20 000 photos. Donc de trouver une narration pour le catalogue et en même temps de trouver une narration sur l'exposition qui a été inaugurée au Quai de la Photo et validée par Frédéric Lopez d'ailleurs et toute l'équipe de Rendez-vous en terre inconnue, puisque c'était un partenariat avec eux. Donc le travail que nous avons effectué, c'était être dans cette continuité de la proposition immersive de Native. C'est-à-dire que Native, c'est pas on fait poser un autochtone, on prend la photo et tout le monde est content. Le principe, c'est d'inviter à une immersion et dans les paysages, et dans les cultures, et dans les pratiques. Donc avec cette iconographie que Franck s'est qualifié, puisque là, il y a un travail aussi d'artiste, puisqu'il y a des prises de vue en infrarouge, il y a des prises de vue en noir et blanc. Donc là, dans le catalogue, ce sont 8 peuples, et l'exposition que nous allons proposer, c'est aussi des extraits suivant la qualité des lieux qui nous accueillent pour justement proposer ces rencontres, puisque là il y a à la fois l'Éthiopie, il y a à la fois le Népal, il y a à la fois l'Indonésie, il y a à la fois l'Afrique avec les Afars, l'Amérique du Sud, avec nos amis Kogi. Avec les Kogi de Colombie, dont on parlait tout à l'heure. Donc l'intérêt et l'accueil qu'a ce catalogue et cette exposition, c'est effectivement cette proposition d'immersion. Et c'est l'application qu'a Native d'inviter. C'est ce que disait Jocelyn tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte à des regards, et des regards immersifs, et pas des regards d'experts qui ont un avis sûr. Donc voilà. L'exposition va tourner notamment sur la région en mars ou septembre, je ne sais plus. Voilà, bref. Je vous donnerai les dates. Voilà, et là on va être à Strasbourg pour le Forum des peuples racines. En fait, voilà, il y a quelques dates références qui font qu'on va pouvoir partager et avoir un peu plus de visibilité sur notre proposition. Alors pour les dates, on va être à partir du 15 août à Perpignan dans le cadre de Visa pour l'image. Franck serait le parrain du off de Visa pour l'image et l'expo serait là pendant tout Visa pour l'image. Après, on va à Strasbourg et en 2026, effectivement, on va revenir dans la région. Pour l'instant, on a 2 engagements, un à proximité de Toulouse qui est Muret et un second dans le Lot à Saint-Céret. Et puis après, on va aller dans des festivals à différents endroits, etc. On recherche, chers auditeurs, quand même, on recherche des lieux. Donc si autour de vous, vous connaissez soit des municipalités, soit des salles d'expo, des médiathèques ou des entreprises, puisqu'en fait on a présenté 2 fois l'exposition dans des entreprises qui partagent avec nous quelques valeurs, etc., etc. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs qu'on a aussi un site internet sur lequel on a un article d'actualité gratuit chaque semaine, en fait, qui est mis en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sur revue-native.com. Et pour donner quelques exemples, donc, le dernier papier en date, c'est un article sur la série documentaire qui s'appelle Les Disparus, qui est diffusée sur Canal+, et qui est consacré à la disparition de milliers de femmes amérindiennes aux États-Unis. Le papier précédent, c'était sur une délégation de peuples autochtones qui ont fait une grande tournée mondiale et qui a terminé au Chili. Avant ça, on a un papier sur le film Fanon. Donc, c'est pour montrer un peu la diversité des papiers. Et voilà, c'est donc chaque semaine. Le vendredi en général. En accès libre sur revue-native.com. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn.
Peut-être un mot sur les conférences qu'on est en train d'organiser. On a des parrains de natives, on a un parrain de natives par continent ou plus qu'un parrain pour l'Amérique du Sud. Donc on a 2 parrains et marraines qui sont présents en France. On a Assosa qui est un chaman gabonais, parrain de natifs pour l'Afrique, accompagné de Saba, notre rédactrice en chef adjointe. Et ils seront le 5 juin à Balma. Donc vous pouvez vous inscrire à les conférences. Si vous voulez nous écrire, vous écrivez à contact au pluriel .native@gmail.com. Donc Assosa le 5 juin à Balma. Une seconde marraine est ici, c'est une Mexicaine, femme médecin de la communauté des Puripechas. Elle sera le 30 mai à Balma, accompagnée de Lauriane Martin et Alain Ayala. Et juste avant le 25 mai, nous recevons à Muret Raoul Bharti, qui est un thérapeute indien qui parle de l'amélioration du renforcement de la santé. Et Raoul, on l'a approché dans le numéro 13 Native, on l'a interviewé dans le numéro 13 Native. Alors, je voudrais qu'on entende Alem quand même, Alquier, sur une rubrique qu'il a inaugurée dans la revue depuis quelques numéros, parce qu'Alem, il fait un travail vraiment indispensable à la qualité de la revue, à la fois comme secrétaire de rédaction, comme correcteur, et puis comme maquettiste, bien sûr, un travail qu'il fait conjointement avec Didier. Mais donc Alem est diplômé en linguistique, c'est un expert de la langue française et aussi d'autres langues. Donc c'est vraiment un travail de l'ombre, mais qui est absolument majeur dans la revue pour que simplement les papiers soient bien écrits, bien présentés. Je voudrais qu'il nous parle un petit peu de sa rubrique idiome. Oui, alors c'est une rubrique que j'ai créée. Idiome, ça veut dire la langue en général. Et en fait, c'était à l'origine pour parler des langues qu'on trouve dans le monde et que malheureusement beaucoup sont en voie de disparition et qu'on estime qu'à la fin du XXIe siècle, malheureusement, il y aura sur 6 à 7 000 langues actuelles, il n'y en aura plus que la moitié. C'est une vraie tragédie et c'est vraiment c'est inédit. C'est inédit parce que on parle de biodiversité et par les peuples autochtones. On sait que les peuples autochtones sont gardiens de la biodiversité. C'est un poncif maintenant. Mais on ne parle pas assez de la glottodiversité. La glottodiversité, c'est pareil, mais avec les langues. Et je voulais dire que, par exemple, ce qui serait pas mal de savoir, c'est que sur les 7000 langues, alors 7000 si on est optimiste, 6 à 7000 langues actuelles dans le monde, il y en a 96% qui sont parlées par 3% de la population mondiale. Ça, il faut le savoir. Parce qu'en fait, il y a des variations infimes entre différentes ethnies proches, c'est ça, non ? Non, c'est pas ça. C'est que, oui, on pourrait parler... la différence entre 6000 et 7000, c'est si on parle de langue ou de dialecte, en fait. Alors, des dialectes, c'est des variantes de langue, mais ça peut être des langues aussi, à part entière. Mais sinon, c'est quand même... comment dire ? C'est considérable. C'est considérable. Sur 6000 langues, il y en a la plupart, quasiment toutes, qui sont parlées que par 3%. Et la grande majorité sont menacées d'extinction. Voilà. Et la majorité, c'est 60%. Sachant, si vous me permettez de vous interrompre, Alem, qu'il y a un lien entre la disparition de certaines langues et la disparition d'une partie de la biodiversité. C'est extrêmement lié sur les deux. Ça a été démontré scientifiquement. Donc ça fait partie d'une extinction un peu plus globale et tout à fait dangereuse pour l'avenir de l'Homo sapiens. C'est exactement ça. Parce qu'on parle de l'occitan, on parle du breton, on parle de toutes les langues régionales qui seraient menacées, tout ça. Elles ne sont même pas menacées. C'est pas elles qui sont menacées. C'est, je veux dire, c'est le Cherokee. Voilà, le Cherokee est en voie d'extinction, par exemple.
Je n'ai pas eu à l'origine. À l'origine, non. Je précise. Le Navajo n'est pas menacé. Enfin, c'est une langue menacée, mais elle n'est pas en danger. Tu peux nous donner l'exemple de la langue osage, parce que c'est une langue qui a été réécrite finalement. On a trouvé un alphabet a posteriori. On a inventé un alphabet qui n'existait pas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, alors, il faut faire la différence entre la langue et l'écriture. Hein. Moi, je fais vraiment cette distinction-là, parce que la langue, la plupart des langues n'ont pas besoin d'écriture. Ça, c'est et l'écriture est venue bien après qu'il y ait qu'on ait inventé les langues, quoi. L'oralité. Il y a quand même beaucoup de peuples sur la planète, Alem, qui n'ont pas d'écriture. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Ouais, voilà, donc, oui, c'est la plupart. Hein. Enfin, 60%. Et nous, on retranscrit des choses d'eux, alors qu'eux ne le font pas. Quoi. C'est toujours l'osage, juste 2 mots. L'osage dont parlait Jocelyn, c'est une langue moribonde, vraiment moribonde. Les derniers locuteurs, ils se sont éteints il y a 20 ans, quoi. Enfin, les derniers qui avaient plus de 75 ans. Bon, il y en a certains, quand même, qui ont des instits, quelques personnes éclairées, on va dire, et ont pris le biais de l'écriture. Ils ont inventé une nouvelle écriture, hein, à partir du latin, à partir de quelques signes, tout ça, pour réapprendre cette langue. Et actuellement, il y a 500 nouveaux locuteurs. Des osages. Des osages qui ont une histoire assez proche avec l'Occitanie, avec Montauban notamment, avec un certain évêque, une histoire absolument ahurissante, incroyable, et qui mériterait qu'on écrive dessus. Je me souviens d'avoir fait une émission sur les osages avec celui qui était le grand spécialiste et dont le nom, il m'excusera, ne me revient pas, il est décédé il y a quelques mois, mais c'était lui qui avait réuni la plupart des archives. C'est un monsieur absolument passionnant et il faut se pencher sur véritablement l'histoire des osages. Sont des gens qui ont été transportés un peu de force en France, qui se sont retrouvés là, qu'on a exposés comme des bêtes de foire et que l'on a laissé tomber après quand on a eu assez... quand on s'est amusé avec eux et qui ont perdu. Et en fait, la population... Ils se sont perdus, ils ont traversé l'Europe. Je pense qu'il y a une dame osage qui a donné naissance à des bébés osages, des jumeaux, dont une jumelle, je pense, est restée en Belgique. On a complètement perdu sa trace et après avoir erré dans toute l'Europe, ils sont revenus à Montauban. Alors, il ne faudrait jamais partir de Montauban, mais ils ne connaissaient pas le film. Ils sont venus à Montauban tout simplement parce qu'il y avait un évêque qui avait été autrefois en poste dans leur pays et qui a tout mis en œuvre pour faciliter leur rapatriement grâce à la population de Montauban qui a contribué. Et il y a des échanges avec des osages qui viennent ici. Et il y a même un rond-point à Montauban. Bon, il est un peu en banlieue, c'est pas extraordinaire, mais il y a un rond-point qui est dédié aux Indiens osages. Donc on a un peu de relation. C'est une histoire dont on a parlé bien sûr dans Native. Oui, quand même, Alem, sur ce partenariat. C'est-à-dire que là, on a fait un numéro, c'était le numéro 15, c'était l'an dernier, et on a eu un partenariat avec l'ONU, en fait, l'UNESCO. Vu que c'est 2022-2032, c'est la décennie internationale des langues autochtones. Donc on a pu avoir ce label, en fait, disons que c'était une caution aussi qui nous aidait à parler des langues et des écritures aussi. Ça s'appelle, le dossier s'appelle Signes et langues, voilà, le numéro 15. Et donc on parle des Bamoun, des Guarani, des Yinnu, des Kuku-Yalanyi, c'est en Australie, Maohi, Mapuche, des Veda. C'est assez complet, quoi. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. Donc, un petit rappel sur Native, revue trimestrielle que vous retrouvez en librairie et sur le site www.revue-native.com. Grégor, à la technique, on te remercie. Mon ami Jacques, merci pour votre accueil. Merci. Vous retrouverez le podcast sur l'émission de radio Esprit Occitanie. Sur le site de la station Esprit Occitanie avec tous les autres podcasts. Merci à vous pour cette première. Hein. Et bientôt, on vous retrouvera. Je crois qu'on a prévu une récurrence mensuelle de vos émissions. Donc, nous étions en avril. Voilà, au mois de mai, on espère vous retrouver autour de ce micro pour une deuxième Merci pour votre accueil. émission. Merci à tous.